5 sur 7 matin, bienvenue dans le forum de discussion. Aujourd'hui, 10 décembre, journée internationale de la Déclaration des droits de l'homme. Notre monde est en constante évolution. Les avancées technologiques, les bouleversements sociaux, les crises humanitaires, autant de facteurs qui impactent nos droits et nos libertés. À l'occasion de cette journée, nous allons tenter de répondre à une question fondamentale. Comment garantir l'exercice de nos droits dans un monde en mouvement? Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Madame Ursule Amosou-Ablé. Elle est la directrice des requêtes et études juridiques de la Commission béninoise des droits de l'homme, la CBDH. Bonjour et bienvenue Madame Amosou-Ablé. Bonjour monsieur le journaliste et bonjour à tous les spectateurs. C'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin pour partager ce moment de réflexion avec nous. Et en face de vous, Cyriac Glory-Rosso, juriste, défenseur des droits de l'homme. Bonjour et bienvenue. Merci Eman. Comment allez-vous? Ça va et chez vous? Bien, merci. C'est un plateau que vous connaissez très bien, évidemment. Alors, Cyriac, à ce jour, est-ce qu'il y a des pays qui n'ont pas encore adopté ou ratifié la Déclaration universelle des droits de l'homme? Alors, merci Eman pour la question. La Déclaration universelle des droits de l'homme, il faut commencer à le rappeler. C'est un instrument majeur de promotion et de protection des droits humains à l'échelle internationale qui a été adopté le 10 décembre 1948 par l'Organisation des Nations Unies, qui est la plus grande instance qui regroupe l'ensemble des États du monde entier. C'est une communauté de principes et de valeurs auxquelles plus de 193 États membres y siègent sur un même pied d'égalité. La Déclaration des droits de l'homme a été ratifiée par pratiquement tous les États. Et c'est également le texte qui a été le plus traduit à l'échelle internationale dans plusieurs langues. C'est le texte qui a reçu le plus de traductions dans pratiquement, on va dire, toutes les langues du monde entier. Parce que c'est un texte qui comporte en lui-même des valeurs, des principes auxquels nous aspirons. Souvenez-vous, en 1945, quand on mettait en place l'ONU, c'était sur les ruines de la Société des Nations. On avait dit que la Société des Nations n'a pas pu protéger l'être humain, n'a pas pu protéger l'homme des atrocités et des traitements inhumains et dégradants, tout ce qu'on a pu, tout ce à quoi on a pu assister durant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, depuis 1945, on va dire que l'ONU a pu faire tant bien que mal son travail en empêchant la survenance d'une Troisième Guerre mondiale, mais également aussi, quand on prend la Charte des Nations Unies, en plaçant les droits humains au cœur de toutes les décisions, au cœur de toutes les attentions à l'échelle internationale. Alors, si on remonte le temps, est-ce qu'on peut cibler des principaux textes et documents dont s'est inspirée cette déclaration? On parle par exemple du cylindre de Cyrus qui date du 6e siècle avant Jésus-Christ comme la plus ancienne déclaration des droits de l'homme. Est-ce que c'est exact? Oui, quand on veut faire un travail d'histoire sur la notion de droit humain, je pense qu'il faut remonter même jusqu'à la période avant Jésus-Christ. Il n'était même pas encore arrivé quand on parlait déjà des droits humains. Vous faites bien de le rappeler, de parler du cylindre de Cyrus. Mais bien avant ça, il y a eu ce qu'on a appelé aussi le code d'Hammurabi, qui était une sorte de basalte sur lequel étaient inscrits les interdits à Babylone. Hammurabi était le roi de Babylone en ce temps-là, de façon à ce que si quelqu'un commettait une infraction, cette personne pouvait déjà savoir quelle était la sanction qui lui était réservée. C'était l'un des instruments qui déjà protégeait la vie humaine, protégeait les biens d'autrui et également proscrivait la désobéissance aux parents. Regardez ce code d'Hammurabi, il est mis dedans que l'enfant à tout âge doit honneur et obéissance à ses parents. Ça a transcendé toutes les générations. Aujourd'hui encore, dans certains codes civils, dans certains droits positifs, il est dit également que l'enfant doit pouvoir respecter ses ascendants et ses parents et autres. Mais je voudrais juste rappeler une chose. Parce que quand on fait un travail d'histoire sur la notion de droit humain, il faut bien évidemment qu'on définisse cette notion de droit humain. Parce que aujourd'hui, la définition peut-être souffre de certaines appropriations, de certains accaparements. Je pense qu'il est aujourd'hui important pour nous, parce que nous célébrons cette journée aujourd'hui, de rappeler ce que sont que les droits humains, ce que ne sont pas les droits humains. Quels sont les droits humains alors? Alors, les droits humains,
humains, je vais le dire en français terre à terre, ce sont des droits que nous avons du simple fait que nous sommes des êtres humains. Ce sont des droits qui sont inhérents à la nature même de l'être humain et qui s'imposent à l'État et au pouvoir public. Quand on a fini de dire que les droits humains sont des droits qui sont inhérents à la nature même de l'être humain, indépendamment de sa couleur de peau, de son opinion politique, de sa religion, de sa fortune, on est en droit également de reconnaître qu'ils existaient avant même l'apparition de l'État. Parce que souvenez-vous, l'État moderne est apparu en 1648 avec les traités de Westphalie. Ce sont les êtres humains qui ont mis en place l'État. Donc tout simplement, on dit les droits humains s'imposent à l'État. Et donc les droits humains postulent également 3 grandes obligations à la charge des États. Il y a l'obligation de protéger, l'obligation de respecter et l'obligation de mettre en œuvre. Si on a le temps, on reviendra sur ces obligations-là. Absolument. Alors, Madame Amoussou Ablé, on parle de la journée internationale des droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est aussi les droits des femmes. Or, en anglais, on parle des human rights, et littéralement traduit les droits humains. Alors qu'en français, on a gardé l'expression droits de l'homme, même si, au sens large donc, du terme, cela signifie les droits de tout le monde. Est-ce que cela ne pose pas problème? Plus encore dans le contexte actuel aujourd'hui, où il y a une forme d'activisme au niveau de la gente féminine pour une forme de reconnaissance de leurs droits spécifiques. Merci. Cela ne pose pas problème, je trouve, parce que aujourd'hui, d'ailleurs, l'expression droits de l'homme a évolué. Et aujourd'hui, on parle plutôt de droits humains. Parce que au fil des années, on a constaté que lorsqu'on dit droits de l'homme, les femmes ont tendance à se sentir exclues de ces droits-là. Et puisque quand on dit homme, on ne voit que le masculin, alors que l'homme, c'est l'homme grand H. Ça, l'expression homme grand H englobe tous les êtres humains. Mais lorsqu'on dit droit de l'homme à chaque fois, les femmes se sentent chaque fois exclues. Donc, l'expression aujourd'hui a évolué et on parle aujourd'hui plus de droits humains. Voilà, pour que tout le monde se sente concerné. Pour que tout le monde se sente concerné par les droits de l'homme. D'accord. On aurait bien aimé aussi que la CBDH soit la Commission béninoise des droits humains, mais elle a gardé l'expression originelle, la Commission béninoise des droits de l'homme. Oui, bon, c'est... je pense que ça a été le choix... Un petit pied de nez quand même. Ouais. Ça a été le choix du législateur. Oui, et je pense aussi que pour les institutions, on a préféré peut-être garder l'appellation droits de l'homme. Voyez-vous également à l'ONU, on parle du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Et le Bénin qui siège d'ailleurs au Conseil des droits de l'homme. Le Bénin a été réélu, oui, effectivement. Récemment au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Alors, justement, la CBDH, parlons-en. Le Bénin a mis en place cet organe. Quelles sont ses missions? Quelles sont les missions de la CBDH? Alors, la CBDH, déjà, je définis le sigle, c'est la Commission béninoise des droits de l'homme. Et c'est l'INDH du Bénin. Parce que il y a une exigence internationale qui demande à chaque pays d'avoir une INDH. Et le Bénin a installé la sienne il y a 5 ans, depuis 2018, le Bénin a installé son INDH. Et quelles sont ses missions? La Commission béninoise des droits de l'homme a pour mission la protection et la promotion des droits de l'homme. Donc, promouvoir les droits de l'homme à travers des actions, des conseils, des recommandations, et protéger les droits de l'homme à travers la gestion des plaintes pour violation ou atteinte aux droits de l'homme. Donc, voilà la mission première de l'INDH qu'est la CBDH. Mais depuis cette année, parce que la CBDH a été créée par une première loi, la loi 2012-36 du 15 février 2013, qui l'a créée, et en 2024 par la loi 2024-22 du 26 juillet 2024, la CBDH porte désormais
le MNP, ce qu'on appelle le mécanisme national de prévention contre la torture. D'accord. Donc, c'est une mission primordiale qui s'ajoute à celle d'INDH et qui consiste, comme l'expression le dit, à faire en sorte surtout que la torture et les traitements inhumains et dégradants, surtout dans les milieux carcéraux, ne soient pas, que ce genre de violation ne s'observe pas dans le pays. Donc, la CBDH aujourd'hui, par rapport à ce système MNP, peut se rendre dans n'importe quel lieu de détention ou de rétention, tout lieu de privation de liberté, pour faire en sorte, pour observer et faire en sorte de prévenir tout type de torture ou de traitement inhumain et dégradant. D'accord. Donc, en gros, la loi aujourd'hui conforte la CBDH sur 2 points. Le premier point, c'est qu'en tant qu'INDH, la commission est indépendante et autonome. Voilà. Et donc, elle n'est soumise à aucune autorité parce que dans son rôle de conseiller et dans son rôle qui consiste à rendre compte aux organismes internationaux de toute violation ou de l'état des droits de l'homme dans le pays à l'international, l'INDH se doit d'être autonome et indépendant. D'accord. Et la deuxième force qui a été donnée à cette INDH, c'est le MNP. D'accord. Alors, est-ce que la CBDH de quels moyens dispose la CBDH? Est-ce que la CBDH a des moyens coercitifs? Non. La CBDH n'a pas de moyens coercitifs. Mais la loi a donné à la CBDH la latitude lorsque des violations sont constatées ou des atteintes aux droits de l'homme sont constatées. La CBDH a le pouvoir d'orienter toute personne qui est victime de violations ou d'atteinte aux droits de l'homme vers les juridictions compétentes et peut même aller jusqu'à se constituer partie civile aux côtés de ces victimes pour s'assurer que la violation a été punie. D'accord. Alors, Cyriac, quel est l'état, d'accord, des droits de l'homme au Bénin? On n'est pas en Afghanistan, on n'est pas dans un pays en guerre, voilà. On n'est pas non plus en Syrie où Bachar al-Assad vient de tomber. Mais au Bénin, est-ce qu'on peut dire qu'on se sent à son aise? Alors, répondre à la question de savoir si les droits humains se portent bien au Bénin n'est pas une réponse aisée, mais je peux vous dire du point de vue des observations depuis quelques années que le Bénin a pu noter des progrès en matière de protection des droits humains, mais en même temps, il y a des éléments de crainte qui font que nous, défenseurs des droits humains, nous ne sommes pas satisfaits sur certains points. On va donc dire, si je dois répondre tout de go à votre question, on va parler de mi-figue, mi-raisin. On va commencer peut-être par les progrès. C'est toujours bien de commencer par les progrès. Et le premier progrès, c'est ce que Madame Amoussou Ablé vient de nous dire, c'est l'installation de la Commission béninoise des droits de l'homme. Souvenez-vous, il y a pendant près de 10 ans, on a fait le plaidoyer pour que l'Institution nationale des droits de l'homme soit installée jusqu'en 2012. Au temps du président Thomas Boni-Yahi, les tractations ont commencé, la loi est venue en 2013, le décret d'application également, mais il a fallu attendre 6 ans avant que cette commission ne soit installée, alors que c'est une exigence internationale. On parle des principes de Paris des années 90 qui veulent que dans chaque État, qu'il y ait une institution de protection des droits humains. Et donc, c'est une avancée que le Bénin ait pu mettre en place son institution nationale des droits de l'homme en décembre 2018. Aussi derrière,
Puisqu'on parle des avancées, des progrès de ces dernières années, il faut dire qu'on a totalement tourné dos à l'application de la peine de mort, parce qu'aujourd'hui, la peine de mort est inscrite dans la Constitution, l'abolition de la peine de mort, pardon, est inscrite dans la Constitution. Et donc, nulle part, on ne peut plus faire recours à la peine de mort au Bénin. Moi, dans le cadre de mon travail, j'ai pu me rendre dans les prisons et maisons d'arrêt du Bénin. J'ai pu rencontrer ces ex-condamnés à mort là, quand on était allé les voir en 2018, en février, quand le gouvernement avait pris le décret de commutation de leur peine, parce que ces personnes avaient, le dernier avait fait au moins 20 ans en détention dans le couloir de la mort, ne pouvait pas voir le soleil tous les jours, ne pouvait pas avoir droit à plein de choses. Donc on est allé les voir en 2018 pour leur porter la nouvelle et voir quel était leur sentiment. Ils étaient très contents d'avoir, de cette nouvelle-là. Ils ont remercié Amnesty International, puisqu'on a fait le plaidoyer pendant très longtemps. Ils ont dit d'aller dire à tous les militants du monde entier, qui ne cesseront jamais de nous remercier. Et quand je dis totalement tourner dos à la peine de mort, c'est qu'en janvier 2024, les derniers ex-condamnés à mort qui étaient dans le couloir de la mort ont été libérés par le biais de la grâce présidentielle. Et donc également là, on les a reçus à notre bureau à Cotonou. Ils sont venus nous saluer avec les membres de leur famille. Donc, ça fait partie des éléments de progrès. L'abolition totale de la peine de mort, l'installation de l'INDH, l'adoption et la promulgation du code pénal aussi, qui pendant très longtemps, on a fait le plaidoyer pendant plus de 20 ans pour que le Bénin puisse avoir son propre code pénal. Mais malheureusement, ça n'avait pas abouti. Il a fallu attendre 2018. On utilisait ce qu'on appelle le code Bouvenet, qui datait de la période coloniale. Et donc, finalement, en 2018, on a pu adopter ce code pénal-là, qui, de notre point de vue, pouvait être un très bon instrument de développement, mais que certaines dispositions restreignent le droit de réunion pacifique. Et donc, pour parler des zones sur lesquelles nous attendons peut-être des progrès, c'est-à-dire les zones où nous avons beaucoup de regrets, c'est par exemple sur la liberté d'expression, parce que nous avons adopté un code sur le numérique qui restreint le droit à la liberté d'expression et le droit des médias. On a pu documenter ces dernières années la situation de nombreux journalistes qui ont été poursuivis en justice, à qui on a appliqué une procédure pénale juste après la publication de nouvelles dans leurs organes. Poursuivis par le code pénal, poursuivis par le code violation la loi sur le numérique. La loi sur le numérique. Et il faut le dire, parce que sur cette affaire aussi, on a évolué, parce que pendant très longtemps, les autorités béninoises n'ont pas voulu réviser ce code du numérique-là. Mais en janvier 2023, lors de notre 4e passage devant les arènes périodiques universelles, devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, les gouvernants béninois ont pris l'engagement de réviser ce code sur le numérique-là et de renforcer la liberté d'expression, le droit des médias et l'indépendance de la RAC. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous en tant que défenseurs des droits humains que l'État reconnaisse enfin que ce code pose problème. Enfin, certaines de ces dispositions, parce que c'est un code avant-gardiste aussi, qui peut être considéré comme un bon outil de développement, mais jusque certaines de ces dispositions restreignent le droit des médias et la liberté d'expression. Donc c'est des faits sur lesquels nous observons et nous attendons la réaction de l'État. Et peut-être pour finir, oui, allez-y. Madame Mamoussou Ablé parlait tout à l'heure des conditions de détention. Vous savez, nos prisons aujourd'hui sont surpeuplées. S'il y a un fait sur lequel et défenseurs des droits humains et population et gouvernants tombent d'accord aujourd'hui, c'est que les prisons du Bénin sont surpeuplées. De 7 000 détenus en 2016, nous en sommes aujourd'hui à plus de 18 000 détenus. Ça a presque triplé, sinon plus que doublé. Et ça ne nous fait pas honneur parce que les gens n'ont pas de place pour dormir. Les gens dorment sur le côté. Et si par malheur vous avez envie d'aller uriner la nuit, vous perdez votre place. La situation particulière des femmes de Porto Novo me tient également à cœur, parce qu'à Porto Novo, par exemple, la maison d'arrêt qui est à l'entrée de la ville, les bâtiments des femmes ne disposent pas de toilettes ni de douches internes, ce qui fait qu'elles sont obligées de payer des pots dans lesquels elles vont faire leurs besoins, elles vont uriner. Et en même temps, elles se servent de ces pots-là comme oreiller pour dormir la nuit. C'est totalement inhumain, ça porte atteinte à la dignité humaine. Les hommes également ont une situation similaire. Ils ont un grand tonneau qui place au centre du bâtiment dans lequel ils urinent. Figurez-vous que c'est dans ce même environnement que des gens vont conserver de la nourriture, que d'autres dorment debout, que d'autres ne trouvent pas de place pour dormir. Donc, s'il y a des défis aujourd'hui qu'on doit relever, ça doit être ce défi-là, humaniser les lieux de détention, réviser le code numérique et le code pénal. Alors, Madame Mamoussou Ablé, est-ce que ce sont des préoccupations que la CBDH partage avec, on va dire, les acteurs de défense des droits de l'homme qui évoluent donc de leur côté, on va dire les acteurs privés de défense des droits de l'homme?
Oui, exactement. Comme M. Rosso vient de le dire, s'il y a quelque chose aujourd'hui sur laquelle nous tous nous sommes d'accord, c'est que la vie dans nos milieux carcéraux est vraiment préoccupante. Et les droits de La l'homme... CBDH a fait une dernière mission, hein, Oui, il n'y a pas si longtemps, il y a 2 semaines à peu près dans oui. les maisons d'arrêt. Exactement. Ce sont des visites statutaires parce que dans la loi, il est demandé à la CBDH de faire des visites programmées ou inopinées, des descentes dans toutes les maisons et milieux, dans toutes les maisons de détention ou de rétention. Et malgré quand même que la loi nous ait donné ces prérogatives, on a quand même des résistances à des moments donnés de la part des autorités, mais on essaye quand même malgré tout de faire notre travail. Et comme M. Rosso vient de le dire, la situation est préoccupante. On est à une occupation aujourd'hui de 300%, de plus de 300% des lieux carcéraux. La population est à la route, à la hausse à chaque fois. Et quand vous visitez les lieux de détention, la première question que vous vous posez, c'est comment des êtres humains font pour vivre dans des conditions pareilles. Et il urge vraiment que tout le monde se mette ensemble pour trouver des solutions à ce problème. Alors c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui, c'est un problème qu'on a toujours dénoncé, la situation des détenus dans les maisons d'arrêt. On a l'impression que des progrès ont été faits dans ce sens, de nouvelles maisons d'arrêt ont été construites, mais pourquoi ça ne règle toujours pas le problème? Voilà, des progrès ont été faits, des nouvelles maisons d'arrêt ont été construites, il y a même des projets d'extension des autres maisons d'arrêt qui existaient déjà. Et la CBDH a fait dans son plaidoyer aujourd'hui, a fait en sorte avec la participation des ONG comme Amnesty, etc. Et aujourd'hui, par exemple, la ration alimentaire des prisonniers s'est améliorée, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Aujourd'hui, leur ration est vraiment, la qualité est améliorée, la quantité, etc. Dans certaines prisons, on a essayé aussi d'apporter des lits, dans certaines, la ventilation un peu, mais le problème n'est toujours pas réglé. Parce que, comme je viens de le dire, la population carcérale est à la hausse, rarement à la baisse. Et donc, la solution qui pourrait être utilisée, et je crois qu'il y a déjà une ébauche, il est déjà envisageable aujourd'hui de réfléchir à des solutions, des peines alternatives pour éviter l'emprisonnement systématique. Voilà, pour éviter l'emprisonnement systématique et aussi trouver des moyens pour quand même améliorer les conditions de détention. D'accord, très bien. Dans ce cadre d'ailleurs, la CBDH a instauré un cadre de concertation avec tous les acteurs qui sont dans le domaine de la vie carcérale, donc l'APB, l'Agence pénitentiaire du Bénin, les régisseurs, les ONG qui militent en faveur de l'amélioration de la vie carcérale, voilà. Pour une action concertée. Pour une action concertée. D'accord. Voilà. Alors, avant de vous laisser filer en plateau, monsieur, dame, est-ce qu'on peut dire que les droits de l'homme restent un idéal à atteindre pour les Béninois? Oui,
Si on s'en tient à notre discussion de ce matin, on a dit qu'il y a des améliorations, il y a des points sur lesquels on doit encore agir, mais on ne doit jamais perdre de vue que les droits humains, la réalisation des droits humains nous conduira à un développement plein et durable. Donc il faut chaque fois nourrir cet idéal-là, nourrir ces espoirs-là sur un monde meilleur avec les droits humains. Merci beaucoup Cyriaque Glory Rosso. Vous êtes donc juriste défenseur des droits de l'homme. Merci également à vous, Madame Ursule Amonso-Ablé, directrice des requêtes et études juridiques de la Commission béninoise des droits de l'homme. Mais avant de vous laisser partir rapidement, comment saisir la CBDH? Par courrier ou comment est-ce qu'on fait? Alors, je vais rapidement vous dire comment cela se fait. Alors, pour saisir la CBDH, il suffit simplement de faire un courrier, ce que nous appelons une requête, et dans cette requête, expliquer les raisons, expliquer les faits, expliquer ou lister les droits humains qui ont été violés ou auxquels atteinte a été portée, et surtout préciser son identité, l'identité de la personne qui est supposée avoir violé les droits, et préciser leurs adresses. Et on peut nous saisir par écrit ou oralement, venir simplement à la commission et s'exprimer dans la langue qu'on veut, pourvu que nous puissions traduire. Et on peut aussi nous appeler sur le numéro, c'est pas un numéro vert, mais c'est le 01 68 00 58 58. Vous pouvez reprendre? Le 01 68 00 58 58. D'accord. Et la CBDH, quand même, pour rester proche de la population, a des antennes régionales qui sont dans 6 départements, qui couvrent les 12 départements. Donc la population peut aussi se rapprocher de ces antennes régionales-là, de nos officiers des droits de l'homme qui sont dans ces antennes pour poser leurs problèmes de violation des droits de l'homme. Et pour finir, je vais aussi ajouter que la commission fait des audiences, ce que nous appelons des audiences foraines, et on en commence d'ailleurs dès demain. Sur toute l'étendue du territoire. Donc la commission se rapproche des populations pour les écouter, sensibiliser d'abord sur ce que c'est que la CBDH, ce qu'elle fait et comment la saisir. Très bien. Et ce que c'est que les droits de l'homme aussi. Et passe dans ces localités pour écouter les populations par rapport aux différentes violations ou atteintes aux droits de l'homme dont elles sont victimes, et trouver des solutions en même temps à ces violations pour les faire cesser. Très bien. Voilà. Merci. Allez, bonne journée à vous, Madame Amonso-Ablé. Et à très bientôt sur 5 sur 7 matin. La revue de presse, dernière escale de cette émission.